Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de La Perbe, l'émission en direct live qui a un regard politique sur le confinement, la crise sanitaire et la crise globale. Et pour ce deuxième numéro, on va discuter des liens que l'on peut faire entre la crise sanitaire et la crise climatique, en nous demandant si la crise sanitaire actuelle n'annonce pas la crise climatique de demain. Alors, pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Aurélien Barraud. Bonjour Aurélien. Tu nous entends? Aurélien, est-ce que tu nous reçois, Aurélien? Oui, Oui, c'est bon. Donc, Aurélien Barraud, toi, tu es astrophysicien, tu es docteur en philosophie, tu es militant écologiste et tu es auteur du livre. alors là, j'ai deux sons totalement décalés qui font que je ne peux. D'accord, donc il va y avoir des petits soucis Voilà, techniques. ça y est, ça y est, ça y est. Je suis à nouveau avec vous, excusez-moi. Super, super. Donc, je disais que tu étais astrophysicien, tu es docteur en philosophie et militant écologiste et tu as écrit le livre Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale, édité chez Michel Lafon. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Daniel Tanuro. Bonjour Daniel. Salut. Donc toi, tu es ingénieur agronome, activiste éco-socialiste, auteur de L'impossible capitalisme vert qui est édité à la découverte, et tu es auteur d'un livre qui va bientôt être publié chez Textuel, et donc j'adore le titre, hein, je l'ai déjà dit, moi je le trouve, il veut tout dire, le titre il est parlant. Le titre c'est Il est trop tard pour être pessimiste. Alors, je rappelle le fonctionnement à nos auditeurs. L'émission va commencer par une petite discussion entre nous trois. Puis, on va ouvrir le débat aux auditeurs qui pourront poser leurs questions et leurs remarques. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à commencer là dans la section commentaires à poser leurs questions et on me fera remonter pour que je vous le pose à vous. Alors, tout d'abord, avant de vraiment rentrer dans le débat, je voulais savoir comment ça allait pour vous, comment ça se passait le confinement. Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que vous êtes obligé encore de travailler? On va commencer par Aurélien. Oui, bah moi je suis obligé de travailler, mais c'est un plaisir parce que j'ai la chance de faire un travail très agréable et comme c'est un travail essentiellement intellectuel, il peut être déporté. Ce qui m'effraie un peu en fait, c'est de voir que nous ne sommes pas en réalité confinés à l'échelle du pays, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent, y compris dans des entreprises ou des industries qui ne sont pas du tout vitales, pas du tout indispensables à la survie, je dirais, de la population. Et ces gens-là, parfois, prennent le métro, prennent le tramway, prennent le bus, sont donc en atmosphère confinée, vont ensuite travailler en étant nombreux dans une même pièce. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est pas du tout les gens comme moi qui ont la chance de pouvoir faire leurs calculs d'astrophysique chez eux. Ce sont effectivement les travailleurs, parce qu'il y a une ségrégation sociale ici qui est dramatique, qui se retrouvent à continuer à travailler, même quand ils ne sont pas dans les secteurs critiques pour la population du pays. D'accord. Et toi, Daniel, comment ça se passe le confinement? Est-ce que tu peux aussi nous parler de la situation en Belgique? Parce que tu habites en Belgique, je le signale pour les auditeurs. Oui, oui, je suis belge, personne n'est parfait, comme disait l'autre, hein. Mais moi, pour moi, personnellement, le confinement, ça marche. D'abord, je suis un privilégié du confinement. J'ai une assez grande maison, j'ai un jardin, et mes enfants ne sont plus à la maison, donc j'ai de la place. Je suis retraité et je travaille du chapeau essentiellement, donc dans le bureau avec mes bouquins. Maintenant, pour ce qui est, pour dire très brièvement la situation en Belgique, ben, je crois qu'elle est très analogue à la situation française. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui n'ont pas entendu les avertissements des scientifiques lancés après l'épidémie de SRAS, hein, quand les virologues disaient ça va revenir, il y aura d'autres viroses plus dangereuses même que celle-ci. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont rien fait pour préparer à cette éventualité. Et maintenant, ils courent derrière l'épidémie en prenant des mesures insuffisantes qui sont amenés à renforcer et en faisant appel à des mécanismes autoritaires, d'États forts, de pouvoirs spéciaux, l'armée, etc. Et en fait, on en discutera, je suppose, plus avant, mais Ouais. comme en France, la politique belge, moi je dis, c'est une politique de lutte contre l'épidémie qui est capitaliste néolibérale, c'est-à-dire elle vise à protéger à tout prix le secteur productif, éviter qu'il perde du fric dans cette affaire. Donc c'est pour ça qu'on maintient des gens au travail, c'est un scandale, et protéger d'autre part les politiques d'austérité qui ont été appliquées dans le secteur des soins. Dans le secteur public en général. Et donc là, on met sous pression des personnels qui n'en peuvent plus. Et puis le reste est sacrifié à ces deux objectifs-là. D'accord. Ben, écoutez, on va revenir sur ces sujets. Avant de rentrer vraiment dans la discussion, je voudrais vous faire part d'un article que des camarades m'ont envoyé qui s'appelle
coronavirus, le sommet de l'État redoute de devoir rendre des comptes. Il a été publié avant-hier dans Le Monde. Et en fait, il nous raconte qu'il y a plusieurs groupes de personnes, que ce soit des responsables politiques, de gauche comme de droite, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des malades, qui comptent engager en fait des poursuites contre l'État français en l'accusant d'avoir manqué de préparation, de réaction, de ne pas avoir répondu aux demandes et aux attentes et de ne toujours pas répondre aux demandes et aux attentes du personnel hospitalier, ce qui met en danger autant les patients que les soignants. Et même certains parlent de poursuites pour homicide volontaire, violence volontaire et mise en danger de la vie d'autrui pour certains responsables politiques, comme Agnès Buzyn. Donc, vous, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez ça justifié? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne méthode? Est-ce qu'on pourrait aussi appliquer ça en Belgique? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Daniel? Moi, je trouve que c'est une excellente idée, c'est tout à fait justifié. Il faut commencer maintenant la bataille parce qu'il va y avoir un avant et un après de cet événement. C'est un événement historique au sens fort du terme. Le monde ne sera plus comme avant, on ne va pas revenir à la normale. Et donc, il y a une bataille pour savoir dans quel sens, comment on va sortir de la crise. Si on va sortir sur la droite ou si on va sortir sur la gauche dans un sens social, démocratique et écolo. Et évidemment, il faut privilégier cette deuxième possibilité. Donc, je trouve l'idée de mettre en procès les responsables qui nous ont mis dans cette mouise, elle est excellente. Je trouve qu'il faudrait même l'étendre. Que les peuples du Sud seraient habilités à exiger justice parce que eux, la plupart de ces pays n'ont pas les moyens de faire face à la pandémie. C'est un scandale. Ouais. Aurélien, tu as rajouté? Oui, alors effectivement, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Bon, qu'au départ, il y a eu quelques hésitations parce que la situation était intrinsèquement complexe, parce que après tout, on ne peut pas être préparé à absolument toutes les éventualités. Moi, je suis presque prêt à l'entendre. Mais c'est vrai que voir aujourd'hui encore la pénurie de gel hydroalcoolique, la pénurie de masques, y compris pour les personnels soignants, la pénurie de tests, l'étrange inconséquence des consignes entre le fait de ne pas pouvoir se promener dans un parc, mais de pouvoir continuer à aller travailler, y compris dans des entreprises tout à fait secondaires, il y a effectivement quelque chose qui semble ne pas aller. Voilà. Pour autant, je ne suis pas tout à fait d'accord quand même avec cette idée parce que je crois que c'est un peu facile de trancher quelques têtes et finalement, ça a généralement tendance à nous mener à continuer comme si de rien n'était parce que les coupables auront été entre guillemets désignés, le peuple aura eu du sang et on pourra reprendre comme avant. Je ne crois pas que ce soit très favorable à une évolution de fond qui est nécessaire parce que ça serait trouver comme ça quelque chose qui n'a pas été, ça sera sans doute pas très difficile de trouver des choses qui n'ont pas été, mais en fait on peut toujours le faire dans toutes les circonstances et je n'aime pas tellement cette méthode a posteriori. Moi je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas simplement le problème de trouver l'inconséquence d'un ou deux hommes politiques parce qu'il y a des choses imprévisibles aussi, hein, il faut bien le dire, qu'ils soient de droite ou de gauche, il y a des choses imprévisibles. Le problème, je crois, est énormément plus systémique que ça. Je vous donne juste un tout petit exemple. Aujourd'hui, on a été scandalisé parce qu'un homme politique américain a dit explicitement qu'il fallait que les vieux se sacrifient sur l'autel de l'économie. Et qu'après tout, c'est pas grave que les personnes âgées meurent du coronavirus. L'essentiel, c'était de sauver l'économie américaine et qu'il devait le faire par amour de la patrie. Je caricature à peine. Tout le monde a été scandalisé. Mais bien sûr, c'est normal d'être scandalisé. Ce type est un parfait connard. Donc on est d'accord avec ça. Il n'a pas compris ce qui avait vraiment sens. Mais quand même, ma nuance là-dessus, c'est que c'est facile de s'indigner du comportement de ce sénateur, je crois, adjoint américain. Mais on le fait déjà ici, finalement. La pollution tue 600 000 personnes par an en Europe. Ce sont essentiellement des personnes âgées ou des personnes fragiles. Et sur quoi sont-elles sacrifiées? Très exactement sur l'autel de la croissance. Donc, il faut être aussi, je crois, un peu fin et ne pas fustiger ce qui se voit beaucoup, alors que des choses qui se voient moins sont parfois beaucoup plus destructrices. Oui, il y a le risque que ça se concentre sur des personnes plutôt que sur un système, c'est ça? Exactement. Oui. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Aurélien, avec ça, je suis évidemment d'accord. Il ne s'agit pas de couper des têtes, mais je fais un parallèle. Là, on rentre dans la discussion sur la crise climatique également, avec ces démarches de plainte en justice, par exemple aux Pays-Bas, contre le gouvernement qui ne prend pas les mesures nécessaires, etc. Je trouve que ce sont tout de même des démarches qui permettent, qui favorisent une conscientisation, non pas une focalisation sur la responsabilité de boucs émissaires, mais une conscientisation sur précisément les raisons systémiques qui nous ont emmenés dans cette situation. Donc,
Il faut évidemment voir, je n'ai pas lu l'article dont tu parlais Oui, dans Le Monde, l'appel dont tu parlais, donc là, peut-être sous réserve de cela, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes avec des initiatives de ce genre néanmoins. d'accord. Ben, écoutez, on va passer tout de suite au sujet qui nous intéresse principalement. Je voudrais rappeler aux gens que là, ils sont nombreux. Vous pouvez commencer à poser les questions et nous, on va les sélectionner. Alors, pour commencer, je vais commencer avec une question assez large. Est-ce que, d'après vous, la crise sanitaire actuelle, la pandémie, elle a un lien avec la crise climatique qu'on est en train de vivre ou pas du tout? Daniel? Moi, je pense il y a 5 similitudes clés entre les deux crises. Si je peux me permettre, je vais faire ça rapidement. La première, c'est que on a un système qui fait comme s'il pouvait échapper aux lois de la nature. Les lois de la biologie dans le cadre de la pandémie, les lois de la physique dans le cadre du changement climatique. Deuxièmement, on a des catastrophes qui sont le résultat quand même de la logique de ce système. La pandémie est intimement liée à la destruction des écosystèmes sauvages par l'agrobusiness qui favorise la propagation des virus dans l'humanité, dans le genre humain. Le changement climatique est directement lié à la combustion des combustibles fossiles. Donc il y a une origine anthropique. Troisièmement, dans les deux cas, les scientifiques ont prévenu, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la pandémie, et c'est aussi le cas, a fortiori, pour le changement climatique. Il y a 50 ans que des climatologues disent attention, on va faire basculer le climat et changer la face du monde. Il risque de devenir inhabitable pour une partie substantielle de l'humanité. Hein. Quatrième similitude, ces avertissements, les politiques et les responsables économiques les jettent à la poubelle. Ils les lisent et puis ça entre, enfin, ou ils les entendent, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et la raison pour ça, c'est pas qu'ils sont idiots, c'est parce qu'ils sont complètement subordonnés à la logique capitaliste du profit, de l'accumulation, de la rentabilité, de la compétition pour la domination du monde. C'est ça la raison. Donc je trouve le virus nous donne un avertissement, en fait. Il nous dit, attention, ce que je vous fais n'est encore rien en comparaison de ce que le changement climatique peut vous faire si vous n'imposez pas un changement radical de système. D'accord. Aurélien? Oui, je suis essentiellement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Peut-être je l'infléchirais un tout petit peu en disant que c'est pas seulement, je crois, un problème capitaliste. Il y a un problème capitaliste, sans aucun doute. Moi, je crois que ça va presque encore plus loin que ça. J'ai donné un petit exemple très décontextualisé, mais je ne peux pas m'empêcher de décadrer, c'est toujours ma façon de faire. J'ai lu il y a quelques semaines un article passionnant sur un petit animal qui s'appelle le rat taupe nu. Ce petit animal, le rat taupe, est extraordinaire. Il vit 5 fois plus vieux que tous les autres rats. Il n'a pas de cancer. Son ADN résiste aux mutations. On ne voit pas d'affaiblissement musculaire au cours de la vieillesse. Il n'a pas de comportement agressif. Enfin, il est incroyable. Et l'article se concluait par: cet animal très laid va nous permettre de comprendre la vieillesse humaine. Et ça m'a semblé dramatique. C'est-à-dire que même face à ce miracle de la nature, parce qu'il ne satisfait pas nos canons de beauté, on le considère comme un animal très laid et on se demande comment on va l'utiliser pour guérir nos propres pathologies. Et je crois que c'est ça le problème cardinal qui se décline finalement de très nombreuses manières et de très nombreuses versions, être incapable d'accéder à l'autre indépendamment de son intérêt pour soi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois qu'il y a une véritable sororité structurelle entre le geste colonial et le geste de saccage écologique. Parce que l'un et l'autre, bien sûr, relèvent d'une faillite éthique évidente, celle de la réification de l'altérité, mais aussi parce qu'ils relèvent d'une même bêtise dogmatique, pourrait-on dire, qui est celle de la croyance à l'illimité, à l'éternité, ou peut-être à la neutralité de l'ailleurs. Bon, j'aurais aimé, bien sûr, que l'Occident ou les puissances dominantes découvrent leurs méfaits avant qu'ils ne se retournent contre eux-mêmes. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais enfin, peu importe, la réaction a lieu maintenant dans cette circonstance. Alors oui, je crois qu'effectivement, pour en venir très très rapidement à la question, je fais court, il y a un lien entre crise sanitaire et désastre écologique qui est au moins dual, je vais faire plus caricatural, d'abord en termes factuels, parce que comme vous l'avez dit, il est très probable, peut-être pas pour cette pandémie-là, c'est impossible de savoir au cas par cas, mais tendanciellement, il est très probable que la diminution des espaces de vie entraîne des contacts entre des espèces usuellement séparées, et donc les agents pathogènes passent la barrière des espèces, et donc bien sûr, ça induit ce type de phénomène, parce que l'ingestion aussi de chair animale joue un rôle considérable dans cette affaire, en particulier de par les marchés d'animaux vivants. Et puis deuxièmement, comme effectivement vous l'avez dit, cette incroyable incapacité anticipatoire.
même quand c'est évident. Et c'est encore plus évident dans le cas de la crise Mhm. écologique que dans le cas de la pandémie. Mais je veux dire par là qu'on ne peut pas reprocher de n'avoir pas prévu cette épidémie-là particulière. Ça, ce Bien n'était pas sûr, possible. bien Mais sûr. qu'en Ouais. revanche, il y a un ensemble de circonstances qui vont dans une direction qui, elle, est incontestable. Et la seule différence, effectivement, qui est fondamentale, c'est que ici, on est quand même en train de commencer à écouter les médecins. Alors que face à la crise écologique, on n'écoute toujours pas du tout les Mhm. véritables spécialistes qui sont unanimes sur le problème auquel nous faisons face et sur les solutions qu'il faudrait apporter. Moi, Ouais. si j'ai encore 30 secondes, la seule Ouais, chose ouais. qui me paraît importante ici, c'est d'articuler cette situation à notre sentiment d'exceptionnalité. Parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans la crise du coronavirus, au sens où le système de soins est saturé, au sens où on est confiné, ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps, etc. Donc incontestablement, c'est une crise grave qu'il faut traiter de façon Ouais. à la hauteur de sa démesure, pourrait-on dire. Mhm. Mais ce qui m'embête un peu aussi, c'est ce côté presque obscène quand même de l'Occident qui d'un seul coup a peur et qui, lorsqu'il a peur, fait d'une crise une métacrise, quelque chose de presque universel. Et là, il faut quand même rappeler que j'ai beaucoup de mal à croire que le Covid-19, même intégré sur plusieurs années, tue autant que le paludisme. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il fasse autant que les 2,5 millions de morts annuelles de maladies respiratoires. J'ai Mhm. la certitude qu'il ne tuera jamais autant chaque année que la malnutrition, que la pollution, ou peut-être même que le geste néocolonial en général. Donc, ça ne Mhm. veut pas dire que c'est négligeable. C'est un problème grave, absolument grave, et je suis concerné, je crois même qu'on est trop laxiste en ce moment. Mais il ne faut pas non plus faire de la gravité des problèmes se présentant dans les pays riches une sorte d'épiphanie universelle de quelque chose qui n'aurait pas préexisté. Le monde est Ouais. soumis à des situations aussi graves depuis très longtemps et de façon absolument régulière. Mm. Alors, avant de continuer là dans l'aspect politique, j'avais une question un peu plus technique. On a des rapports qui nous disent qu'avec avec le changement climatique, il y a des risques que les pandémies deviennent de plus en plus courantes. Il me semble que, par exemple, il y a des virus qui sont bloqués dans le permafrost et que si celui-ci fond, il risque de libérer des virus parfois qui sont même inconnus. Est-ce que ce danger, il est réel, Daniel? J'ai lu ça dans des publications sérieuses, mais ce n'est pas, je ne suis pas spécialiste en la matière. Donc, je le prends Mhm. au sérieux, ça me semble probable, mais je suis incapable de le juger de façon critique. OK, voilà. Mm. Maintenant, ceci dit, j'aimerais rebondir encore une fois sur ce que vient de dire Aurélien, parce que là, il y a un point très important dans le début de ton intervention. Donc, je ne pense pas que le capitalisme soit la cause unique de la destruction Mhm. environnementale, ni de l'existence de nouveaux types de pandémies, mais je pense qu'il est la cause principale. En tout cas, pour la crise écologique, ça me semble absolument indiscutable. Et donc, j'ai souvent l'impression que des gens tiennent ce discours, oui, c'est pas la cause unique, le capitalisme n'est pas la cause unique, et que ils attirent l'attention. Leur comportement revient au comportement de gens qui, face à une peinture très complexe, pleine de détails, attirent l'attention sur un détail dans un coin en disant oui, mais il n'y a pas seulement l'image là au milieu, vous avez vu là dans le petit coin, il y a ce personnage qui fait ceci qui est assez curieux. Et donc, je suis prêt à discuter tous les aspects qui ne sont pas liés proprement à la logique du capital dans l'explication de la crise écologique. Je Mm. crois qu'il y en a beaucoup. Hein. Déjà, dans l'Antiquité grecque, on dénonçait l'hubris, hein, cette folie des grandeurs et de l'accumulation. Je crois que ça a à voir d'ailleurs avec l'existence de l'argent en tant que moyen de circulation et de mesure des valeurs. Donc tout ça me semble très intéressant. Mais le Ouais. fond du problème, c'est que la cause majeure, c'est quand même la logique capitaliste. Et c'est important quand on discute en termes de solutions, en termes de sortie de crise. Il faut un programme qui soit avant tout un programme Mm. anticapitaliste, même s'il ne se limite pas à cela. Tu veux ajouter? Deux Oui, vas-y, réponses vas-y, à vas-y, Aurélien. donc effectivement, les agents pathogènes, il y en a, hein, effectivement, moi non plus, je ne suis pas spécialiste, mais c'est le cas, hein, qui sont effectivement libérés par la fonte du permafrost. Mais je crois que l'erreur qu'on fait quand on mentionne ça, c'est qu'on surdétermine l'importance du changement climatique. Dans la catastrophe écologique que nous traversons, le changement climatique est loin d'être le seul problème. Aujourd'hui, c'est la disparition des espèces de vie qui est à ce stade responsable de la 6e extinction massive. Et je pense que c'est ça qui est aujourd'hui le plus
gros facteurs en faveur du déclenchement de nouvelles épidémies, c'est le croisement induit entre des espèces usuellement séparées du simple fait qu'ils n'ont plus de lieu pour vivre. Donc, il ne faut surtout pas se focaliser sur le climat. La catastrophe écologique est Mhm. plus vaste que le climat. Et Mhm. sur l'aspect du capitalisme, écoute, ce que tu dis est sensé. Je ne suis pas complètement convaincu. Les rois de France n'étaient pas capitalistes. C'était littéralement pas du tout un système capitaliste. Pourtant, au niveau social, c'était une catastrophe, et au niveau écologique, c'était une catastrophe. Avec des moyens indigents, ils ont réussi à ratiboiser les forêts encore beaucoup plus qu'on le fait en ce moment. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être presque plus radical que toi, au sens où je crois qu'il y a ce problème, mais j'ai l'impression que ce problème lui-même est encore encastré dans un problème plus Ouais. vaste, effectivement, comme tu le disais, d'hubris qui est peut-être fondamentalement humain avant d'être économique, mais on en reparlera. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je vais poser une dernière question et après, je vais ouvrir aux gens qui peuvent continuer à poser des questions. Vous savez qu'ici, on a un média décolonial. Donc, on a posé une question là, faussement naïve sur la crise sanitaire, nous demandant si ça annonçait pas la crise climatique de demain. Je dis qu'elle était faussement naïve parce que au sein de PDH, au sein de Parole d'honneur, nous, on pense que la catastrophe climatique, c'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, mais c'est quelque chose qui est déjà là. Il y a déjà une catastrophe climatique, notamment dans les pays du Sud. Et même c'est la catastrophe climatique, elle a commencé, on pourrait dire, nous, on va dater ça de la colonisation avec la destruction des écosystèmes dans les pays du Sud. Est-ce que vous aussi, vous partagez un petit peu cet avis ou pas? Aurélien, pour commencer. Bah écoute, pour moi, c'est même pas un avis, en fait, c'est un fait. Voilà. Alors qu'elle a commencé littéralement avec la colonisation, ça faudrait discuter spécifiquement de quels aspects on parle. Mais le fait effectivement que la crise aujourd'hui, ce n'est pas une crainte du futur, mais que c'est quelque chose dans lequel on se trouve, c'est tout à fait certain. Du côté des animaux, on a déjà perdu 60% des espèces vivantes sauvages en 40 ans, des populations sauvages, pardon, en 40 ans. Donc ça, c'est un bilan du passé, c'est pas une peur de l'avenir. Du côté des arthropodes, qui sont la branche du vivant, qui ont le plus d'espèces et le plus d'individus, on a perdu les 2 tiers de la biomasse en une seule décennie. C'est une catastrophe absolue. Du point de vue des forêts, on a perdu 60% de ce qu'on avait avant le début de l'ère agricole. Et pour ce qui est des êtres humains, on est en plein dedans. Je vous rappelle que la famine a augmenté cette année pour la 3e année consécutive dans le monde. Je vous rappelle que la pollution fait 10 millions de morts par an dans le monde, et comme vous le dites, ils sont essentiellement dans les pays pauvres. Et ce qui est particulièrement cynique et même insupportable dans cette situation, c'est que ceux qui sont les premiers à faire les frais du réchauffement climatique ne sont pas ceux qui causent le réchauffement climatique. Donc il y Oui. a une injustice qui est absolument criante et qui, à mon avis, ne relève même pas d'un avis, mais juste d'une analyse rationnelle de la situation. Daniel? Non, je partage entièrement cet avis, ou pas cet avis, cette reconnaissance des faits. Je crois qu'effectivement, c'est important de ne pas isoler la crise climatique. Je crois qu'il faut prendre l'ensemble de la crise écologique avec les 9 facettes qui ont été identifiées par l'International Geosphere and Biosphere Program, hein, donc avec la crise du cycle du phosphore, du cycle de l'azote, du cycle de l'eau, de la destruction des sols, du trou dans la couche d'ozone, etc. Et donc, si on a l'ensemble de ces 9 paramètres en tête, et les épidémies deviennent un 10e paramètre, hein, qui ne figure pas dans l'étude de l'IGBP sur la soutenabilité de l'humanité sur cette planète, il est clair que l'ensemble de cette catastrophe est déjà en route, et elle est en route depuis longtemps. Elle a commencé effectivement avec l'expansion du capital. Je reviens, ce n'est pas encore le capitalisme, mais c'est le capital marchand, la conquête des colonies, l'oppression, la destruction des écosystèmes et la soumission des populations. C'est effectivement, si pas le point de départ, un élément clé de l'enchaînement qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Eh bien, écoutez, on va ouvrir tout de suite au débat les questions des auditeurs. J'ai une première question, ça commence fort, hein, de Anto de MTM, qui vous demande, devant la violence du capitalisme qui ne joue que pour lui et dont la violence est déguisée, devra-t-on arriver à utiliser la violence pour se défendre et pour se préserver? Donc, est-ce qu'on va devoir utiliser la violence? Est-ce que ça va être un moyen qu'on va devoir utiliser? Qui veut commencer? Aurélien? Bon, alors d'abord, je vais me faire l'avocat du diable pendant quelques secondes.
Je pense qu'il y a un problème avec le capitalisme, hein, que ce soit dit de façon très claire et non ambiguë. Pour autant, faut pas non plus en faire, le diable, hein. Ça a quand même aussi permis, le développement, l'accès aux soins, l'accès à l'eau, l'accès aux médicaments, insuffisant, extraordinairement insuffisant par rapport à ce qu'on pourrait faire. Moi, ça me choque énormément, mais dans un certain nombre de pays. Donc, faut pas non plus être dogmatique, je crois, quand on parle de choses sérieuses. Cela dit, je suis d'accord, dans l'état actuel et dans le long terme, et même dès aujourd'hui, il y a un problème majeur. La question, elle est très importante. Et je crois effectivement qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui les hiérarchies de nos ressentis de violence. Je vois beaucoup de gens dire la non-violence, c'est une règle de conduite indépassable. Mais ça veut dire quoi la non-violence? Laisser faire un système ultra-violent, est-ce que c'est non-violent? Et ça, je crois que c'est une question qu'il faut se poser sereinement maintenant. Face à un assassin qui est sur le point de commettre un crime, il est tout à fait autorisé et même recommandé de lui casser la figure, parce que le fait de lui mettre son coup de poing dans la gueule est beaucoup moins violent que de le laisser tuer 3 enfants. Donc on a le droit de faire preuve d'une petite violence pour endiguer une plus grande violence. C'est même un acte de bravoure, voire d'héroïsme. Et en effet, je crois que la question aujourd'hui doit être posée. Bon, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas d'aller brûler des voitures, hein. Ça, je ne le Mmh. recommanderais pas et je pense que ça n'a absolument aucun sens. En revanche, je crois que empêcher un système de fonctionner de manière concrète, vous voyez, vous dites, on est, voilà, puisqu'on est sur parole d'honneur, laissez-moi prendre un exemple très simple. Ça fait plus d'un an que le peuple algérien se comporte de façon extraordinaire. Voilà, on voit ce Hirak là qui est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est magnifique de tous les points de vue, y compris dans l'interruption qui est spontanément mise en œuvre face à la pandémie. Donc le peuple fait quelque chose de génial. Mais à ce stade, ça a échoué, puisque bon, on sait bien ce qui s'est passé, voilà, et on sait bien que les dirigeants actuels, surtout dans les derniers jours, ont fait preuve d'une violence absolument sidérante. Et donc, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vraisemblablement, aller défiler le vendredi, qui est le jour où on ne travaille pas, bah, c'était sidérant de beauté et de puissance et d'intelligence, mais ça n'a pas empêché le système de fonctionner. Ça n'a pas empêché le système de fonctionner et donc le système s'est reproduit. Donc en Mmh. effet, moi je crois que cette question, il faut se la poser sérieusement, sérieusement, sans gesticuler, sans jouer les vierges effarouchés, mais en essayant de réfléchir au bien commun et en Mmh. interrogeant toute la subtilité de la situation. Mmh. Daniel? Oui, je pense que on est dans un système qui est foncièrement d'une brutalité, d'une violence quotidienne dingue. Enfin, ne fût-ce que la routine de l'exploitation du travail et la routine de l'exploitation du travail invisibilisé des femmes qui à cause Mmh. des relations patriarcales, assument l'essentiel des tâches domestiques, des tâches du soin. Ne fût-ce que cette violence quotidienne-là mutile nos vies d'une façon absolument inadmissible. Donc la violence, elle vient du système. Et je crois que une violence, face à ça, la violence de l'autre, ne fût-ce que la violence de l'autodéfense est absolument non seulement justifiée, mais indispensable. Mmh. Les exemples, on les a sous les yeux. D'abord, vous les avez sous les yeux en France avec ce qui s'est passé, la répression du mouvement contre la loi travail, la répression de la lutte contre le barrage de Sivens, la répression de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, la répression de la lutte récente contre la réforme de retraite. Enfin, l'escalade de moyens quasiment militaires qui sont déployés par le pouvoir pour empêcher une contestation, même la contestation basée sur une opinion majoritaire de la Mmh. population. Plus de 60% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Enfin, c'est absolument hallucinant. Et effectivement, je trouve l'exemple, au-delà de l'Algérie, l'exemple de ce qu'on a appelé le printemps arabe est très significatif, hein. C'est un mouvement social démocratique de masse absolument impressionnant, exprimant la volonté de la majorité de la population. Le peuple veut, hein, et le peuple ne veut plus des dictateurs. Qu'est-ce qu'a donné ce mouvement, à part le cas de la Tunisie où il a réussi à ouvrir ou à entrouvrir la porte d'un changement politique? Ce mouvement est réprimé avec une violence, une barbarie. L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment le cas syrien, où il y a plus de 400 000 personnes qui ont été massacrées essentiellement par le régime de Bachar el-Assad, où Mmh. il y a 10 millions de gens déplacés, 4 millions de gens en dehors du pays. Enfin, c'est une situation d'une clique au pouvoir qui, pour maintenir ses privilèges,
a tué, massacré sa propre population et détruit ses propres villes. Enfin, c'est absolument hallucinant. Donc, je trouve que c'est un message très, très fort. Et au-delà des caractéristiques du régime syrien, je crois que ça indique jusqu'où les privilégiés aujourd'hui sont prêts à aller pour maintenir leurs privilèges. Ils ne reculeront devant rien. Et donc, il faut s'y préparer, non pas par de la violence minoritaire, mais en assumant la nécessité de faire face à la violence de l'adversaire en commençant par l'autodéfense démocratique. Population d'ailleurs massacrée que nous avons laissé mourir pour l'essentiel devant nos frontières closes. Hein. Il faut quand même rappeler que nous aurions aussi pu agir et que l'Europe a montré sa faillite en quelque sorte éthique dans cette affaire extrêmement triste. Jean Genet, le très grand poète, opposait la violence individuelle à la brutalité d'État. Et je crois que c'est une belle distinction. Oui. Alors, on passe aux questions suivantes. Il y a Timéo Joanero qui demande: pourquoi débloque-t-on 5 000 milliards de dollars pour contrer cette crise maintenant et pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et ben, je rajouterais, pourquoi on ne débloque pas de l'argent pour la crise climatique alors que les gouvernements sont au courant des dangers qui nous attendent? Parce que ça rejoint un peu la même chose, ils attendent le dernier moment pour débloquer. Daniel? Oui, ben, effectivement, les gouvernements attendent le dernier moment. Enfin, il y en a qui n'attendent même pas, parce qu'il y a aussi les climato-négationnistes qui gagnent du terrain. Hein. Trump, Bolsonaro, Duterte, le Polonais, là, comment s'appelle-t-il, Dunia, tous ces gens-là, ils n'attendent même pas, ils nient le problème. Mais maintenant, pourquoi ils ne le font pas? Mais pour une raison bien simple, c'est que la crise climatique et la crise écologique en général, la solution à cette crise est incompatible avec la poursuite de l'accumulation capitaliste. Ouais. Je ne vais pas me lancer dans une grande démonstration chiffrée sur les quantités de gaz à effet de serre qu'on peut encore émettre pour ne pas dépasser 1,5 degré, ou plus exactement, selon le GIEC, pour avoir une chance sur 2 de ne pas dépasser 1,5 degré, ce qui n'est quand même pas beaucoup de chance, n'est-ce pas? Mais enfin, le délai qui nous reste pour éviter d'entrer dans une zone très dangereuse où pourrait s'amorcer un ensemble de rétroaction positive, un engrenage de rétroaction positive menant au basculement complet du système climatique, on est tout près du déclenchement de cet engrenage. On est peut-être déjà dedans, on ne le sait pas. Hein, on ne le sait pas. On sait que le seuil de la dislocation de la calotte groenlandaise, il est entre 1,5 degré et 2,5 degrés. Enfin, je dis on sait, on croit savoir. On est tout près de ça. 1,5 degré, on y sera dans 30 ans ou dans 40 ans maximum au rythme actuel des émissions. Donc, pour empêcher une telle catastrophe, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est très simple. Il faudrait produire moins, transporter moins et partager davantage. Mais ça, c'est complètement incompatible avec la logique capitaliste de l'accumulation. Hein, donc, il faudrait commencer par faire l'inventaire des productions inutiles et nuisibles et mettre en regard de chacune de ces productions la quantité de gaz à effet de serre qui est émise de ce fait-là. Commençons par la production des armes, par la publicité, par la production des intrants agricoles dont on pourrait se passer, etc. etc. Mais si on supprime des productions, on supprime de l'activité au capital. C'est intolérable pour lui. À ça s'ajoute le fait que les lobbies du capitalisme fossile, c'est-à-dire les grandes multinationales du charbon, du pétrole, du gaz, elles sont propriétaires de réserves de ces combustibles qu'elles veulent utiliser parce que c'est pas des réserves physiques seulement, c'est des réserves de capital. Ça figure à l'actif de leur livre de compte. Donc, si on leur interdit de les utiliser, c'est comme si on leur demandait de se faire harakiri. Et les capitalistes aussi puissants refusent de se faire harakiri, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, on ne fait rien, on attend la catastrophe. Et quand la catastrophe sera là, incontournable, on verra les gouvernements courir derrière la catastrophe comme ils courent derrière l'épidémie aujourd'hui, en employant le même genre de mesures et de systèmes qui augmentent les inégalités sociales et qui augmentent le caractère autoritaire et sécuritaire des politiques menées. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je rajoute juste quelques mots parce que pour l'essentiel, je pense que tout a été dit. Mais pour revenir juste à la question un instant, bon, moi je suis d'accord, il y a quand même un problème
de cohérence. Voilà. On ne peut pas, pendant des décennies, agir pour la destruction des services publics, pour l'atrophie de l'hôpital et s'étonner que ça marche mal quand on est face à une crise majeure. Il y a quand même un moment où je pense que ceux, effectivement, qui nous ont menés ici, de façon extrêmement délibérée, hein, puisque ce ne sont pas des gestes fortuits, doivent quand même assumer la cohérence de leur vision du monde. Et ce n'est pas seulement un problème de moyens en diminution, il y a un problème de diminution de moyens, de diminution de lits à l'hôpital, etc., qui est incontestable, mais au-delà des moyens, il y a un problème de vision. Il y a cette culture gestionnaire, si vous voulez, qui a oublié en quelque sorte l'essentiel, c'est-à-dire la production de connaissances dans la recherche, la production thérapeutique à l'hôpital. C'est une vision dans laquelle ce qui compte, c'est de cocher des cases dans un tableau Excel et c'est de satisfaire à des indicateurs arbitraires que nous inventons pour créer une sorte du pire où on mêle à la fois une sorte de bureaucratie presque stalinienne avec d'autre part une visée libérale. Bon, ce problème-là, nous sommes en plein dedans, on le voit à tous les niveaux, et bien sûr, il est dramatique. Mais pour ce qui est effectivement de la question pourquoi est-ce qu'on attend pour dépenser les milliards qui seraient nécessaires, c'est un peu vrai, mais c'est encore plus compliqué que ça. Parce que comme effectivement, tu l'as très bien dit, moi je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est pas de dépenser, c'est de moins dépenser. C'est ça qui est très compliqué à comprendre. C'est que si on dit il faudrait dépenser des milliards, alors dans le système actuel, oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais si on pense encore que tous les problèmes peuvent se résoudre en dépensant des milliards, c'est qu'on n'a pas encore commencé le vrai travail de déconstruction qui, effectivement, exactement comme tu l'as dit, nous rappelle qu'il faudrait produire moins, déplacer moins, consommer moins, et que ça, on ne peut pas l'acheter à coups de milliards. C'est plus compliqué que ça, c'est encore plus profond que ça. Oui. Et si je peux me permettre d'ajouter… Vas-y, Daniel, vas-y. Je crois que les aspects idéologiques de la question qu'Aurélien vient d'aborder, hein, cette mentalité gestionnaire, le nez dans le guidon, le return sur investissement dans les 3 ans, le problème est que cette mentalité, cette idéologie capitaliste néolibérale, elle contamine y compris la science, enfin la science entre guillemets. Ça me frappe et c'est trop peu connu. Dans le 5e rapport du GIEC, pas le rapport sur le degré et demi, le 5e, le rapport précédent, il fait marquer littéralement les modèles climatiques supposent des marchés qui fonctionnent pleinement et des comportements de marché concurrentiels. C'est noir sur blanc. C'est la citation littérale que je connais par cœur. Je trouve ça hallucinant. Ça veut dire que, en fait, les scientifiques qui font ces rapports, enfin, pas tous les scientifiques, mais au moins ceux, les économistes, et ceux qui s'occupent des aspects de la mitigation, comme on dit, de l'adaptation du système, la transformation, ils sont tellement contaminés par l'idéologie néolibérale du système qu'ils sont incapables d'imaginer une autre chose que des mécanismes de marché impliquant de produire moins et de transporter moins. Impossible. Oui, surtout qu'il y a le cliché, le mythe du scientifique neutre et objectif. Absolument. Et on en est loin. Alors, là, je vais continuer. Il y a beaucoup de questions. Je vais poser 2 questions à la suite parce qu'elles se rejoignent. Il y a d'abord Olivia Newton-Jane qui demande « La croissance économique développée depuis la révolution industrielle n'est pas compatible avec l'écologie. Sans utopie, pensez-vous qu'il y aura réellement un renversement économique ?» Et il y a Tony Paulin qui demande à peu près la même chose. « L'évolution humaine aura-t-elle la capacité à changer nos schémas socio-économiques actuels ?» Donc, en gros, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la capacité des êtres humains à changer? Je commence. Qui commence? Aurélien. Okay. Bon, alors, sur la croissance, oui, on peut répéter, je l'ai écrit, tout le monde l'a écrit, tout le monde le sait, qu'une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini. Bon, ça, c'est du bon sens. Il l'avait oublié, la physique se rappelle à nous. Pourtant, un enfant de 10 ans comprend ça. Mais soyons un peu plus fins et un peu plus profonds. Comme le dit Jean Covici, moi, ce que je ne comprends même pas, c'est qu'on ait pu se croire en croissance. En fait, la définition économique de la croissance est complètement idiote, parce qu'elle fait comme si, depuis typiquement la Seconde Guerre mondiale, nous étions dans une période de croissance. Mais c'est faux, ça. C'est faux. Ça tient uniquement au fait qu'on a décidé de façon arbitraire que les ressources n'avaient aucune valeur. Et parce qu'on a décidé que les ressources n'avaient aucune valeur, on a l'impression d'être en croissance. Ce raisonnement, outre le fait qu'il est éthiquement dramatique quand les ressources sont des animaux vivants ou quand les ressources sont prélevées dans des pays pauvres, elle est en plus scientifiquement stupide quand on est dans un monde à ressources limitées. Ce raisonnement ne peut fonctionner que si on a des ressources illimitées. Quand on a des ressources limitées et qu'on est en train de passer le pic, ce qui est le cas aujourd'hui pour le pétrole, c'est pas seulement un problème politique et éthique, c'en est un.
Mais ce n'est pas seulement ça, c'est même un problème intellectuel qui fait que la définition de la croissance est débile parce qu'on est en train de bousiller notre capital de départ. Donc comment peut-on se croire en croissance alors qu'on bousille un capital qui avait une valeur extraordinaire pour fabriquer en grande partie des objets qui n'ont aucune valeur fondamentale? Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça va être très difficile. Est-ce que ça va vraiment être possible de changer? Ça va être très difficile. Est-ce que vous imaginez les gens faire la révolution pour dire on veut moins? Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en effet, comme l'a dit Daniel, et je suis tout à fait d'accord, ça ne sera pas moins pour tout le monde. Si on partage, ça pourrait bien se passer, et ça pourrait être gagnant-gagnant, au sens où on pourrait à la fois résoudre le problème écologique et résoudre le problème social. Donc, en principe, c'est faisable, mais l'histoire nous montre que ça va être très compliqué, et j'ai assez peu d'espoir. D'accord. Daniel, une note d'optimisme un petit peu? Ben, je voudrais d'abord revenir sur le fond de la question parce que, comme l'a dit Aurélien, évidemment, c'est une banalité que de dire qu'une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'en fait pas dit grand-chose. Et je pense qu'il faut gratter un peu en dessous du concept de croissance parce que la croissance n'est pas une cause du problème. La croissance en elle-même est le résultat de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Comme le disaient des scientifiques du courant des ecological economics, dont j'ai lu une publication très intéressante récemment, ils posaient la question, mais qu'est-ce qui s'accumule quand le capital s'accumule? C'est ça qu'il faut creuser, parce que c'est ce mécanisme de l'accumulation typiquement capitaliste qui explique et qui sous-tend toutes ces courbes à tendance exponentielle qu'alignent les théoriciens de la grande transformation. Mais si on ne voit pas que c'est ça, c'est le mécanisme qui est derrière, on ne comprend rien quand on aligne les courbes. On impute le problème à la croissance, mais la croissance devient une espèce de tabou, d'abstraction, de monstre qui n'explique rien en fait, qui ne permet de faire prise sur rien. Si on veut faire prise, il faut s'attaquer à la logique capitaliste de l'accumulation, qui est quelque chose de très simple, qui est le fait que dans un contexte de concurrence, un entrepreneur n'a pas d'autre choix que d'augmenter la productivité du travail de son entreprise. S'il ne le fait pas, la concurrence le fait et il sera mort économiquement. Donc c'est cette logique infernale-là qu'il faut casser. Alors est-ce possible? Ça, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Si vous voulez, je trouve que le pessimisme aujourd'hui est une forme de lucidité. La situation est effectivement d'une gravité telle qu'on est poussé à croire qu'il n'y a pas, à penser qu'il n'y a pas d'issue, qu'il ne va pas y avoir de changement. Je dirais, on ne peut pas se permettre de sombrer dans ce pessimisme parce qu'il débouche sur une espèce de sidération qui empêche justement l'action, et on a besoin d'action. Et il n'y a pas d'action sans espoir, et il n'y a pas d'espoir sans une forme d'optimisme, c'est une banalité de le dire. Donc comme le disait pessimiste de la raison et optimiste de la volonté. Exactement, la vieille formule qui est imputée à Gramsci, je ne sais pas s'il l'a dite lui-même exactement, mais quelqu'un d'au moins aussi fameux, au moins parmi les jeunes aujourd'hui, Greta Thunberg, elle a dit l'espoir vient de la lutte. Elle a tout à fait raison. C'est tout simple, mais c'est ça. Quand on se met en mouvement collectivement, on invente du sens social, on invente de l'humanité, et ça crée la base pour l'optimisme qui permettra de changer le monde. Et pour le reste, on verra. On ne sait pas ce que peut donner peut donner l'évolution de la situation. On le voit bien aujourd'hui avec la crise de la pandémie. Hein. Il n'y a plus de futur. Le futur n'est plus assuré. Donc les possibles sont ouverts. Ça veut dire que ça peut aller vers l'extrême droite ou ça peut aller vers la gauche ou vers l'extrême gauche. Enfin, disons vers une contestation radicale du système en place et de sa logique utilitariste du profit maximum et immédiat. Et dans quel sens ça va pencher? Ça dépend des luttes, ça dépend de chacun et chacune d'entre nous, de notre investissement dans des mouvements sociaux, que ce soit le mouvement féministe, le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, le mouvement anticolonial, le mouvement des peuples indigènes, le mouvement des paysans. Il faut s'investir dans ces mouvements, essayer de les faire converger dans une remise en cause du système. Alors là, j'ai une question que je trouve très intéressante parce qu'on se la pose aussi chez nous et je suis content de pouvoir vous la poser. Il y a Yann Ledéan, donc désolé si j'écorche vos noms, qui demande comment convaincre les pays émergents qu'ils devraient rester où ils en sont en termes de développement économique et industriel, alors qu'ils ont comme unique modèle le reste du monde qui leur apparaît comme un idéal. Non, mais il ne faut pas le faire.
Ben, Il ne faut pas le exactement. faire. Il faut pas les convaincre de faire ça. D'abord, on n'a Exactement. pas à leur donner d'ordre. On n'a pas à se réenfermer dans ce paternalisme nocif. Moi, je crois que si aujourd'hui il y a un rapport à nouer entre l'Europe et l'Afrique, puisque nous avons un lourd passé commun, c'est une inversion des rôles. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on apprenne de l'Afrique aujourd'hui. C'est qu'on Hmm. découvre un autre rapport au monde que nous avons raté quelque part dans notre histoire et qui existe ailleurs. Donc la question n'est pas quelle leçon va-t-on leur donner. Je crois qu'il ne faut même pas envisager les choses de ce point de vue-là. Maintenant, plus prosaïquement, je crois que c'est une question qui ne se pose pas aujourd'hui. On ne peut pas se demander comment freiner le développement des pays pauvres qui concrètement n'ont pratiquement aucun rôle aujourd'hui dans la catastrophe climatique et écologique. Bon, alors oui, sans doute, il faut anticiper un peu l'avenir. Oui, sans doute, il pourrait y avoir des problèmes dans le futur. Et c'est peut-être d'ailleurs le seul cas, le seul et unique cas où je crois effectivement qu'une solution technologique peut être intéressante. Parce que mon credo global, Hmm. c'est que le problème actuel ne peut pas du tout se résoudre par une solution technologique. C'est vraiment un problème systémique qui doit passer par une solution axiologique, c'est-à-dire relative aux valeurs, relative à l'imaginaire. À mon Mhm. avis, encore plus fort que le politique, c'est le poétique, c'est-à-dire travailler sur nos désirs fondamentaux, sur ce qu'on considère comme beau, comme laid, comme mélioratif, comme péjoratif. Bon, ça c'est le cœur du problème. Mais dans le cas très particulier du développement des pays les plus pauvres, c'est peut-être le seul cas effectivement où une solution technologique, c'est-à-dire atteindre le même niveau de confort, pourrait-on dire, que les pays riches, sans passer par les écueils qui ont été les leurs du point de vue des conséquences dramatiques pour l'écologie, est peut-être effectivement envisageable. Mais ce n'est pas à l'Occident de gérer ça. Surtout pas. Hmm. Mais je dirais, j'apporterais tout de même une nuance. C'est-à-dire que je pense que dans les pays du Sud, et je connais des activistes dans ces pays, se pose tout de même la question d'un autre développement. Un Hmm. autre Ouais. développement alternatif à l'extractivisme et à la fonction de plateforme délocalisée de la production à bas prix qui est jouée pour le compte des multinationales du Nord. Au Brésil, par exemple, se pose la question d'un développement alternatif à la destruction de la forêt amazonienne par l'agrobusiness, un développement alternatif qui est basé sur la possibilité pour les paysans, les paysannes de pratiquer une agroécologie qu'ils peuvent pratiquer, qu'ils connaissent, dont ils ont le savoir. Je crois que ça, c'est tout de même. Donc, effectivement, on n'a pas à dire, nous, gens du Nord, au peuple du Sud, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, ce serait complètement malvenu. Mais on a à marquer notre solidarité avec les luttes de peuples au Sud qui se battent pour un développement alternatif au développement fondé sur l'extractivisme ou sur la délocalisation à bas prix des productions du Nord dans les pays émergents. D'accord. Alors là, je vais poser deux questions qui sont, je vais les rassembler ensemble, même si elles sont pas pareilles. C'est un peu par rapport à la solution autoritaire écologique. Il y a Barthélemy Sornin qui nous demande, ne faut-il pas voir dans cette crise qu'avec un peu d'autoritarisme, le monde peut changer et en très peu de temps? Et j'ai aussi Boris MDKTP qui dit, est-ce l'intérêt de s'inspirer sur un ordre supérieur, monétaire, politique ou religieux, qui serait peut-être capable de faire la différence? Donc, en gros, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu d'autoritarisme et une entité au-dessus qui décide? Daniel, tu n'as pas l'air du tout convaincu. Tu peux nous en dire plus? Non, je m'inscris en faux absolument contre cette idée-là. Je pense qu'elle est complètement, véritablement, complètement erronée. Prenons la crise écologique dans son ensemble, et en particulier la mutation nécessaire des systèmes énergétiques. Elle pose des questions tellement complexes et à ce point sociales qu'elle est insoluble sans la participation active et démocratique de toutes les populations, à tous les niveaux, sur tous les territoires. Et c'est ça la solution. Okay, si on essaye de le résoudre par des solutions autoritaires d'un pouvoir centralisé, on va se heurter à une quantité incroyable de soulèvements, de résistance, de sabotage, etc. Et si on prend la question par l'autre biais, c'est-à-dire par l'efficacité de la lutte contre l'épidémie, je crois qu'il faut il faut prendre avec de très longues pincettes les affirmations qui circulent aujourd'hui sur la supériorité du modèle autoritaire chinois, par exemple, dans la maîtrise de l'épidémie. Il faut contester ça. Le régime chinois
d'abord, est passé complètement à côté de l'épidémie de SRAS en 2002-2003 et a pris des mois de retard, de sorte que l'épidémie a pu s'internationaliser et devenir une pandémie. Et encore aujourd'hui, dans l'épidémie du coronavirus, l'épidémie du Covid-19, il y a plusieurs semaines précieuses qui ont été perdues par le régime chinois dans la reconnaissance du fait de l'épidémie. Vous vous souvenez du cas de ce médecin qui a été le premier à dire attention, il y a une nouvelle maladie, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a convoqué chez les flics et on l'a accusé de semer des fausses rumeurs pour favoriser la démoralisation de la population chinoise. Plusieurs semaines ont été perdues ainsi parce que le Parti communiste préparait une réunion importante et que la consigne était donnée dans la presse de ne donner que de bonnes nouvelles. Donc ensuite, le régime a instauré une gestion autoritaire de la crise, mais je crois que cette gestion autoritaire, elle répond au moins autant à une volonté de contrôle de la population qu'à une volonté d'efficacité face au virus. Alors, avant que tu réponds, Aurélien, j'aurais une question plus précisément pour toi, Daniel. Est-ce que tu connais, je pense que tu connais Andreas Malm, Oui. qui travaille sur ces questions, qui a, pour certains, une vision un peu trop autoritaire sur les réponses à apporter. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de ces propositions? Je ne peux que répéter ce que je viens de te dire. Je voudrais pas. Ouais, même, mais parce que cela, ce serait une forme d'autoritarisme, mais que lui dirait un peu plus de gauche, marxiste. Donc, est-ce que pour un autre marxiste, tu t'inscris en faux? Je pense que les défis de la transition écologique et énergétique sont tellement complexes qu'ils ne peuvent être relevés qu'avec la participation active de tous les exploités et de tous et toutes les opprimés. D'accord. Et ça demande la démocratie la plus large et pas la dictature. D'accord. Oui, alors, je suis d'accord avec quand même des réserves, parce que ça dépend ce qu'on appelle autoritaire. Il peut y avoir une solution autoritaire choisie. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout favorable, je ne crois pas du tout au pilotage ultra-démocratique, au référendum sur chaque question. Franchement, regardez ce qui se dit sur la chloroquine en ce moment, mais c'est n'importe quoi, c'est scientifiquement n'importe quoi. On ne peut pas demander à des gens qui n'y connaissent rien d'avoir un avis sur tout. Moi, je ne connais rien à la plupart des choses qui m'entourent, et heureusement que je fais confiance à ceux qui savent. Regardez, prenez un exemple très politique. Imaginez qu'un réfugié syrien commette un meurtre demain en France. On fait un référendum, le peuple de France va dire à 80% renvoyer tous ces salauds chez eux et fermer les frontières. Et ça sera une politique d'extrême droite, très populiste. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faille un référendum au coup par coup sur chaque décision. Ça, je pense que ça ne marche pas. Donc, mais je suis d'accord avec Daniel qu'une solution autoritaire qui serait contre la vie des peuples ne marcherait pas non plus. Mais attention, il peut y avoir une solution autoritaire choisie, c'est ça que je veux dire. Exactement comme en ce moment, par exemple, tout le monde est d'accord pour qu'on ait des lois qui nous contraignent. Mais ces lois contraignantes sont quand même choisies par la majorité. Mais nous nous soumettons à ces lois que nous avons choisies. Et je crois que c'est ça qui est important avec la solution, avec le problème écologique, c'est d'inventer un nouveau droit. Donc c'est autoritaire au sens où effectivement, si vous avez envie de polluer en roulant dans votre 4x4 en centre-ville, on vous dit non, vous ne pouvez pas, c'est interdit parce que effectivement, il y a 9 millions de personnes qui meurent chaque année de la pollution. Vous avez envie de faire joujou, et tant pis, c'est pas possible. Ça, moi, ça me choque pas du tout qu'on fasse ça. En revanche, il faudrait que ce droit soit effectivement institué avec l'aval de la population et pas contre celle-ci. Mais c'est ça la question. Voilà. Oui, c'est ça. La question, quand je dis il faut une solution qui soit démocratique, je ne veux pas dire une solution basée sur les mécanismes de la démocratie actuelle ou les formes actuelles de la démocratie. Inventer, refonder, réinstituer, tu as employé le mot institution, réinstitutionnaliser de nouvelles formes de la démocratie, c'est-à-dire des formes basées sur l'auto-organisation des populations au niveau des territoires, avec une démocratie active, une démocratie participative active. Et effectivement, cette démocratie-là peut aboutir à des décisions qui sont imposées par la loi de la majorité sur la minorité. Et ça, c'est autre chose. Je ne suis pas pour la liberté individuelle, le concept néolibéral de la liberté individuelle. Ce n'est pas du tout ça. En parlant là d'individus, il y a Philippe Chevalier qui nous demande n'avons-nous pas nos responsabilités individuelles, par exemple en courant après les produits high-tech, dernier cri, qui contribuent au chaos écologique. Donc en gros, c'est la question de la consommation éthique. Est-ce que c'est possible une consommation éthique?
Ouais, Daniel? de toute façon, il faut consommer quelque chose. Le problème n'est pas la consommation en tant que telle. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on consomme et en quelle quantité. Et là, je crois que le fond du problème, ce n'est pas. Enfin, c'est un peu le problème de la poule et l'œuf, hein. Est-ce que c'est la consommation qui est responsable de la surproduction ou c'est la surproduction qui est responsable de la surconsommation? L'un ne va pas sans l'autre, mais le fond du problème, c'est quand même la surproduction. Sinon, on ne comprend pas pourquoi le système aujourd'hui a tellement besoin de la publicité pour vendre ses camelotes, quoi. Oui, je suis d'accord. Je crois qu'il y a un problème systémique et que la révolution doit être systémique, mais que pour que cette révolution soit possible, il faut quand même qu'elle ait aussi son germe dans le microcosme. C'est-à-dire que on peut quand même pas complètement se dire aujourd'hui, il y a un problème écologique, social, patriarcal, colonial, etc., et continuer uniquement à faire ses courses sur Internet dans des entreprises qui sont dévastatrices. Donc, Évidemment. je pense quand même qu'il faut accompagner le geste global par son incoatif au niveau local, ne serait-ce que pour se donner un peu de cœur à l'ouvrage et pour, je dirais, permettre l'émergence symbolique qui rendent le second possible. Entièrement d'accord. Je le formulerai dans d'autres termes. Je crois que si on est convaincu de la gravité de la situation, on ne peut pas ne pas essayer, dans la mesure du possible social, de changer ses consommations. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de la voiture pour aller au travail, par exemple. Ah, ça, là, on se heurte à la limite du possible social. Mais il y a des tas de choses qui sont des consommations totalement inutiles. Enfin, il y a des gens dans mon quartier qui n'est pourtant pas un quartier riche. J'habite Charleroi, j'aime autant vous dire, c'est plutôt la zone. Il y a des gens qui prennent le Ryanair pour aller faire les soldes à Milan, ou plus maintenant évidemment, ou à Madrid, qui partent pour un jour, un aller-retour, pour aller faire les soldes. Enfin, c'est des choses qui sont absolument aberrantes. Effectivement, il faut combattre ce genre de comportement. Bah, d'ailleurs, il y a certains, là, j'en profite pour poser une question, qui disent qu'il y a un point positif dans l'épisode qu'on est en train de vivre, c'est que les gens ne peuvent plus consommer n'importe quoi, notamment les avions, la consommation des magasins et tout. Est-ce que vous partagez aussi cette petite note d'optimisme par rapport à la situation actuelle? Mais comme dit Daniel, c'est un équilibre très instable. On ne peut pas savoir de quel côté ça va basculer. Peut-être que dans 3 mois, au contraire, les gens voudront surconsommer pour rattraper le temps perdu et se rueront plus Ouais. que jamais dans les magasins. Qu'un autre rapport au monde est possible, qu'on aura compris que les valeurs sont déconstructibles. Pour moi, le point le plus fondamental aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais le point le plus fondamental, c'est de cesser de confondre ce qui est construit avec ce qui est donné. C'est-à-dire de bien voir que le monde dans lequel nous vivons, son système économique, son système politique, son système de domination, etc., est un monde que nous avons façonné, pour le meilleur et en l'occurrence pour le pire. Et donc, parce qu'il a été façonné, il peut être déconstruit, il peut être remis en cause, tout peut être remis en cause. Voilà. Oui. Tout ne doit peut-être pas l'être, mais tout peut l'être. Et donc, il faut réinventer la contingence, c'est-à-dire la compréhension de ce que les choses pourraient être différentes. Et j'espère que ce petit épisode de fragilité dans le mastodonte systémique qui nous porte nous permettra de comprendre au moins ça. Daniel, tu vas ajouter Juste un mot là-dessus, dans le même sens. Le monde actuel, il a été construit, j'aime beaucoup cette formule d'Aurélien, et il a été construit par le travail. Et ce qui m'intéresse de plus en plus dans la situation actuelle, c'est que le sens du travail et de l'exploitation du travail est mis en cause, est déstabilisé par la pandémie. Aussi bien pour les personnels de santé. Là, il n'y a pas un problème de sens de leur travail. Ils savent bien que leur travail est très utile et même indispensable. Mais ils constatent que la société ne donne pas assez de moyens et ne valorise pas suffisamment ce travail indispensable. Puis, il y a les gens qui sont obligés d'aller travailler dans des activités non essentielles et qui sont obligés de constater qu'ils ne sont en fait que de la chair à patron. Hein, et que donc tout ce qu'ils pouvaient avoir comme croyance dans la hiérarchie sociale au sein du monde du travail, la supériorité de leur travail productif sur le travail des soins, par exemple, tout ça est en train de se déliter. Et puis il y a tous les gens qui sont confinés à la maison, en télétravail ou pas, et qui, malgré les difficultés de la situation, sont quand même portés, je crois, à appréhender autrement le temps, et eux dans le temps, et ce qu'ils font dans le temps, et les tâches quotidiennes, et tous ces genres de choses. C'est pour ça que je crois que, du point de vue du système en place, cette histoire de confinement pourrait avoir des conséquences idéologiques très, très redoutables.
Et je constate que les plus ultralibéraux de nos politiciens voudraient à tout prix remettre les gens au travail, empêcher que les gens soient confinés. Enfin, c'est le cas en Belgique avec des porte-paroles éminents du parti NVA, nationalistes ultralibéraux de droite, qui considèrent que les gens exagèrent en recourant au chômage économique. Il faut les mettre au travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que disons, cette rupture dans l'encadrement disciplinaire du travail, le surveiller et punir de Foucault, si vous voulez, ils ont peur que cette rupture-là ne donne des idées subversives. Alors là, c'est 19h. J'ai encore beaucoup de questions. Est-ce que ça vous va si on se dit qu'on arrête dans 15 minutes? On dépasse un peu. Ok. Ça marche. Donc, je vais poser encore 2-3 questions et on conclura. Alors, pour les auditeurs, il y a beaucoup de questions que j'aurais pu poser. Je suis désolé. Mais sachez qu'on va tous les 2 ou 3 jours avec différents invités. Donc, vous aurez l'occasion de revenir et de poser des questions à d'autres invités avec d'autres sujets en rapport avec la crise actuelle. Donc, j'avais invité aussi les auditeurs à faire des remarques. Il y a déjà cette remarque de Stéphane Lemoine qui dit « Ce soir, c'est champagne pour les marchés boursiers et tristesse pour les prolétaires. On recommence et on ne change rien. » Bon, je pense qu'on partage un peu ce pessimisme. Et il y a Soraya El-Kalawi qui demande, je ne sais pas si vous pourrez répondre, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'agriculture intensive engendre les risques d'épidémie? Est-ce que l'un de vous deux peut répondre ou pas? Alors d'abord, c'est vrai que… Pardon, vas-y. Vas-y. Non, c'est vrai qu'effectivement, Boursorama nous indiquait aujourd'hui, j'ai vu ça tout à l'heure, que des dividendes records allaient être versés aux actionnaires, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer en quelques minutes. C'est d'ailleurs parfaitement logique dans la logique propre des marchés, que ça se passe comme ça quand il y a une crise qui survient. Donc oui, c'est un peu fou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que ça montre en fait, c'est que ce qui se passe là est à la fois totalement virtuel, parce qu'on parle de choses qui n'existent pas, mais que ce virtuel a un effet drastique sur le réel. Parce que si effectivement il y a un effondrement boursier, il y a des gens qui vont morfler, et ce sont essentiellement les pauvres qui vont morfler, comme d'habitude. Donc c'est là où on a inventé quelque chose qui est complètement incroyable, parce qu'en réalité, ce n'est pas la force de production, la force de création, la force d'intellection, etc., mais ça a quand même des conséquences gigantesques sur le réel. Donc effectivement, que dire qu'on voit, on a vu que dans un tweet, je crois, le ministre de l'économie invitait les entreprises à modérer leurs dividendes. Mais effectivement, quand il s'agit de ne pas avoir le droit de se promener au parc, là, on n'est pas du tout invité. Hein. C'est 135 € d'amende ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Moi, je ne suis pas du tout contre le confinement. Je pense qu'il est nécessaire en ce moment. Mais enfin, on voit les 2 poids 2 mesures entre tout ça. Oui, c'est assez navrant. Après, l'agriculture intensive, je veux dire, ce n'est vraiment… On ne peut pas, je crois, compartimenter les choses comme ça. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'essentiellement, l'agriculture intensive détruit les forêts, détruit les zones vierges, et que par conséquent, les animaux ne peuvent pas vivre dans les zones qui sont cultivées. Par conséquent, leur espace de vie devient extraordinairement petit. Parce que l'espace de vie devient très petit, les espèces, d'une part, meurent, d'autre part, se touchent, se frôlent, et font que les agents pathogènes passent d'une espèce à l'autre en franchissant la barrière des espèces. C'est ça le mécanisme de base qui fait un lien direct entre les pandémies et ce type de phénomène. Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Juste pour l'esthétique, je vais embrayer sur ce que vient de dire Aurélien sur les pandémies et le lien avec la destruction des milieux naturels, en disant que ça doit attirer l'attention sur les stratégies de lutte pour la biodiversité. Parce que les stratégies actuelles restent principalement inspirées par l'idée de protéger des sanctuaires de biodiversité, des sanctuaires, des réserves, si vous voulez. Et je pense que cette stratégie-là, enfin, je ne vais pas dire que ces sanctuaires ne servent à rien, mais si les sanctuaires, ou plus exactement, si les oasis de biodiversité restent entourés d'un désert de monoculture, gavés d'intrants, de pesticides, de fongicides, etc., on va tuer la biodiversité. La biodiversité ne peut pas survivre dans des îlots. La biodiversité n'est pas seulement fonction du taux d'extinction, elle est aussi fonction des possibilités de transport, de transfert, de déplacement des espèces. Et les sanctuaires n'ont de sens que s'ils vont de pair avec une politique agricole radicalement alternative ou une politique des territoires radicalement alternative qui empêche les monocultures et qui empêche la bétonisation des espaces.
Alors là, il y a une question, c'était impossible de ne pas en parler, c'est vraiment la polémique du moment, mais ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. C'est Ah non. il y a, il y On a s'en Fena fout de la qui demande- chloroquine, laissez-nous tranquilles avec ça. mais elle veut parler de la chloroquine, mais avec une autre problématique qui peut être intéressante. Elle demande, est-ce que la polémique sur la chloroquine et le professeur Raoul ne pose pas la question de l'indépendance des chercheurs et des praticiens vis-à-vis du pouvoir administratif et gouvernemental? C'est bon, la question comme ça, elle est... Daniel, tu n'es pas convaincu du tout. Écoutez, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de médicaments, d'épidémies, etc. Donc je suis extrêmement réservé, j'essaie de ne pas être trop radical dans mes prises de position, mais disons, je me méfie comme la peste d'une variété particulière de scientifiques qui jouent la provocation, qui sortent des procédures unanimement admises par le monde de la recherche pour vérifier des hypothèses, des thèses, etc., des procédures expérimentales, et qui jouent la carte d'une communication personnelle dans les grands médias. Je me méfie comme de la peste de ça. Et quand en plus ce type de comportement coïncide avec le climato-négationnisme, alors là, et c'est le cas justement de la personne à laquelle on fait allusion ici, alors là, je m'enfuis, je dis non, ça c'est suspect. Sachant quelque chose de la chloroquine ou n'en sachant rien, je prends mes distances. Je dis attention, attendons que les processus, les procédures expérimentales qui ont été décidées donnent des résultats qui soient des résultats considérés comme fiables par la communauté scientifique. Oui, je suis d'accord. Enfin, c'est complètement aberrant le débat qui se passe en ce moment. Ça donne une très erronée image du fonctionnement de la recherche scientifique, comme si c'était le fait de quelques génies comme ça, qui avaient des idées fulgurantes pour sauver le monde. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. La chloroquine, c'est une vieille molécule qui est très bien connue comme traitement antipaludique, qui fait partie bien avant et indépendamment de Raoult des choses qui sont effectivement considérées comme l'une des pistes parmi beaucoup d'autres pour éventuellement traiter cette épidémie. La question n'est pas du tout de savoir si on adhère ou si on n'adhère pas à la personnalité d'un personnage. Ça n'a absolument aucun intérêt. Il se trouve qu'actuellement, la situation est assez claire. Il y a des résultats in vitro qui sont plutôt prometteurs, donc c'est magnifique, c'est une bonne chose, on s'en réjouit. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas cesser d'expérimenter sur cette molécule. Néanmoins, les études menées en France ne sont juste pas concluantes. C'est pas une question d'être pour ou contre le personnage. Elles ne sont statistiquement pas concluantes pour des raisons scientifiquement évidentes. Il suffit de les regarder. Et donc, il faut continuer l'investigation et dépassionner complètement ce débat et ne surtout pas rentrer dans l'absurdité d'un complot ourdi par certains. Ça, c'est tout à fait délétère. D'abord, je suis persuadé que c'est faux. Et ensuite, ça n'a rien à voir avec la véridicité du problème, qui est un problème qui est très bien posé. Et qui aura des solutions dans quelques jours. À ce stade, en fait, on ne sait pas. Voilà. Les études ne sont juste pas concluantes, il suffit de les lire. Moi, je ne suis pas médecin, je ne connais pas bien la médecine, mais je comprends les mots. Les conclusions sont très claires dans les articles de recherche. À ce stade, on ne sait pas. Alors, il y a monsieur A qui parie, mais ça va marcher, monsieur B qui parie, ça ne va pas marcher, et à la fin, on dira quel est le héros. Et c'est complètement idiot. À ce stade, c'est aléatoire. Donc, il y en a forcément un qui a raison et un qui a tort, à cette nuance près que de toute façon, ça ne sera pas un remède miracle. Ça diminue peut-être la charge virale, mais ça ne sera pas, c'est certain, un remède miracle. Donc ça fera probablement partie du traitement, nous verrons bien. Bon, laissons ceux qui savent travailler. Wait and see. Laissons ceux qui savent travailler. Je vais vous poser deux dernières questions, si vous pouvez essayer d'être plus court pour qu'on finisse. Alors, c'est revenu plusieurs fois, et là, c'est un peu Vic Shaw qui demande ça, et qui est revenu plusieurs fois. Est-ce que vous pensez que l'expérience que vivent les gens actuellement peut participer à développer chez eux une conscience écologique? Daniel? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Mais bon, la situation est, on l'a répété, on l'a dit et répété, elle est très complexe et très mouvante et elle peut évoluer dans des sens très différents. Enfin, on constate aujourd'hui qu'il est possible de réduire les émissions mondiales de CO2 sur une base annuelle d'environ 7%. Et on constate que c'est possible. Donc, le virus a fait mieux en la matière que les gouvernements qui, depuis 92, discutent de plans et de protocoles et d'accords sur le climat et qu'ils ne les respectent pas. Donc ça peut donner des idées, des idées qui vont dans le sens du produire moins, transporter moins et partager plus,
sans vivre moins bien du point de vue de la qualité de l'existence pour autant. Aurélien, Oui, c'est un peu triste quoi, qu'il faille en arriver là, mais c'est toujours comme ça, hein, qu'il s'agisse des oppressions coloniales, patriarcales, écologiques, etc. C'est toujours en fait quand ça commence à se retourner contre l'oppresseur qu'il se rend compte qu'il y a un problème. Bon, c'est un peu triste, mais tant pis. Utilisons au moins cette, comment on dit, à quelque chose malheur est bon. Donc utilisons au moins ce malheur pour essayer effectivement de susciter une remise en cause. Alors, on touche bientôt à la fin. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que toutes les questions n'ont pas pu être posées. Je suis désolé, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai été obligé de faire un choix. Mais comme je rappelle, tous les 2 ou 3 jours, on va faire une émission de ce genre avec des invités différents pour aborder différentes problématiques. Vous aurez l'occasion de revenir poser des questions. Je voudrais rappeler que Parole d'honneur, c'est un média autonome, indépendant. On est totalement indépendant. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Normalement, il y a peut-être un lien qui va se défiler sur la vidéo ou peut-être dans les commentaires pour pouvoir nous soutenir. Et donc, pour terminer, selon vous, là, après le confinement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire après le confinement pour agir? Daniel? Moi, je pense qu'il faut commencer à agir déjà dans le confinement. Je pense qu'il faut préparer la sortie du confinement. Je crois que, par ailleurs, la crise va durer longtemps. Si on se base sur l'étude de l'Imperial College, qui visiblement était à la base des décisions de Macron et du gouvernement belge, etc., la crise, elle va durer 1 an et demi. Pas 1 an et demi de confinement, mais 1 an et demi au cours duquel le virus va revenir, vont de nouveaux épisodes de propagation de la maladie qui vont demander de nouvelles mesures des gouvernements. Et donc, il faut préparer cette sortie et accumuler des arguments en faveur d'un changement radical de logique. Le plus évident, c'est la santé doit être hors du marché. Si déjà on peut populariser cette idée-là, deuxième idée, il faut prendre l'argent là où il est. C'est des trucs tout bêtes, mais il y a un terrain favorable, je crois, aujourd'hui, du fait de la situation exceptionnelle pour propager des idées de ce genre. Et quand les idées s'emparent des masses, comme disait le vieux Marx, elles deviennent des forces matérielles. Aurélien? Bon, moi, je vais répondre de façon un tout petit peu plus allégorique. Moi, je crois qu'il faut trahir. Alors, pas trahir les paroles données, bien sûr, pas trahir les amours, pas trahir les amitiés, ça serait hideux, mais trahir l'inertie, c'est-à-dire trahir la logique d'héritage, trahir le fait qu'on appartienne nécessairement à une classe, à une caste, à une nation. Moi, je crois que maintenant, il faut rebattre les cartes et s'extraire de cette terrible inertie systémique qui fait que nous devrions tous nous penser en défenseurs de l'ordre qui, finalement, nous permet aujourd'hui de nous trouver en position d'hégémonie ou en tous les cas de domination. Donc moi, je crois qu'il faut trahir pour le meilleur, c'est-à-dire trahir au sens de Jean Genet et non pas, bien sûr, trahir les affects et les amitiés. D'accord. On va finir sur ces mots. Merci à vous deux. Je voudrais dire aux gens qui ont aimé l'émission de ne pas hésiter à la partager pour vraiment la diffuser au plus grand nombre, de ne pas hésiter à soutenir Parole d'honneur, ne serait-ce qu'en vous abonnant. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous inviter de nouveau, Daniel et Aurélien, selon l'actualité. Donc, j'espère que vous serez d'accord pour revenir. Et en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous. Ciao. Merci. Ciao. Au revoir.